Bonjour à tous. Alors, donc merci à tous d'être présents et présentes ce soir pour cette rencontre, pour ce lundi d'Erès, que nous faisons donc autour de l'ouvrage Où sont les mers, qui est dirigé par Catherine Chabert. Nous avons comme discutant également Alejandro Lopez, qui est également un contributeur de l'ouvrage. Donc, c'est une rencontre qui aura lieu de 18h30 à 19h30, qui sera accessible en replay et donc filmée. Euh, on aura donc une quarantaine de minutes où Catherine Chabert et le discutant aborderont les thèmes de l'ouvrage et la présentation. Et à la fin, vous aurez une quinzaine de minutes pour des questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lever la petite main ou poser votre question dans le chat. Je vous rappelle à tous de bien fermer les micros au moment de leur intervention pour ne pas les gêner. Et puis voilà. Donc, je vous laisse la parole. Bon, d'abord, merci de nous inviter ce soir. C'est un grand plaisir pour moi et j'imagine pour Alejandro aussi d'avoir la possibilité de parler de notre livre. Je vais commencer par vous en présenter un petit historique. Ce livre est la publication des interventions d'un colloque qui a été organisé par Manuel Messonnier et Carnepsy en mars 2024 et qui porte donc sur les mers. Où sont les mers? Pour la petite histoire, c'est vrai que quand on avait envisagé ce colloque, j'avais pas tellement d'idées. J'avais pas tellement d'idées à proposer à Manuel et comme d'habitude, en discutant et en parlant, la chose est arrivée. Je crois que j'avais dû lui dire, on va quand même pas parler encore de la mer. Et elle disait non, bien sûr, on va pas. Et l'idée est venue de parler des mers au pluriel. Je pense qu'il y a là une dimension qui est très importante pour nous dans la mesure où justement on a trop tendance parfois à ériger une figure de mère unique et inamovible en oubliant trop à quel point finalement les mères sont singulières et plurielles, euh, non seulement parce qu'elles sont différentes les unes des autres, mais que pour une seule mère, il peut y en avoir plusieurs, en particulier dans les représentations. Que peuvent en avoir son entourage et plus particulièrement ses enfants. Alors, ce qui a construit en quelque sorte le programme du colloque, ça a été d'abord de proposer à autant d'hommes que de femmes d'intervenir. Et vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore vu ou lu le livre, que cette alternance, une femme, un homme, une femme, un homme, ou un homme, une femme, ça dépend des moments. euh, cette alternance est respectée dans l'ouvrage, c'est-à-dire que la succession des textes dans le livre est exactement celle la, de l'organisation du colloque. Donc effectivement, pour vous en proposer un sommaire, euh, c'est moi qui commence avec une introduction. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut peut-être paraître un peu daté, encore que je me demande dans quelle mesure ça n'est pas un combat éternel. J'avais été frappée dans les mois qui avaient précédé le colloque par ce qui s'était passé en Ukraine et aux manifestations des mères, qui évidemment avaient évoqué pour moi les, la place des mères en Argentine. Et bon, de fil en fil associatif, j'ai trouvé comme ça quelques images plurielles
et finalement assez distinctes, assez différentes les unes des autres, parce que le risque, si on ne tient pas compte justement de la singularité de chacune, si on ne tient pas compte de ces mères plurielles, on risque de les rabattre sur un modèle unique et dogmatique, ce qui me paraît quelque chose d'assez problématique. euh, Pas seulement pour les parents, enfin pour les mères et pour les pères, mais aussi pour les cliniciens, pour les psychologues cliniciens, pour les psychothérapeutes et pour les psychanalystes qui sont nécessairement et inéluctablement confrontés à cette question-là. Alors, j'avais proposé pour commencer justement, enfin, à mon ami Alejandro qui est là, euh, je, qui vient d'Amérique du Sud, qui vient de Colombie. Donc, l'association entre effectivement les mers d'Argentine et ce qui se passait, ce qui se passe en Colombie était rapide, enfin, était s'imposait presque, quoi. Donc, c'est Alejandro qui commence. Et ensuite, ça constitue un premier dialogue, parce que chaque fois, oui, j'ai évoqué qu'il y avait un homme, une femme chaque fois, mais ce sont des dialogues, ou plutôt, il y a un regroupement en fonction de certains thèmes entre un homme et une femme qui ne sont pas directement en dialogue, mais qui s'inscrivent dans le même objet de travail, dans le même objet de pensée. Et donc, j'avais demandé à Marie-Caroline Saglio, que je connais déjà depuis un certain temps, qui est anthropologue et psychologue, clinicienne, et qui travaille notamment avec des familles d'immigrés. J'avais demandé de participer ce colloque et effectivement, sa contribution, vous verrez, est tout à fait passionnante à différents égards, c'est-à-dire pas seulement sur le plan psychologique ou psychanalytique, mais aussi sur le plan politique, social, collectif. C'est un texte très engagé. Peut-être que tu voudrais en dire quelques mots, Alejandro, du tien et de celui de Marie-Caroline. Tout à fait. Bon, bonsoir et merci Catherine de m'avoir invité à être présent ce soir. Oui, mon texte s'appelle Lorsque les mers chancellent. Et je pars, effectivement, quand Catherine m'a invité à participer au colloque, j'ai pensé immédiatement au texte de Edmundo Gomez Mango, un psychanalyste de l'Association psychanalytique de France, aujourd'hui décédé, et qui a écrit un texte qui s'appelle La place des mers, justement sur les mers en Argentine, les mers des disparus. Et j'ai pensé que c'était intéressant d'essayer de mettre en tension ce dont il parle et parler de mon expérience dans mon pays d'origine, la Colombie, avec la disparition des fils, la disparition des filles. Donc, quelque peu comme si la question où sont les mères avait éveillé la question où sont les enfants. Hmm. Donc, il y a toute une première partie qui a trait à cette question des disparus et où j'essaye aussi de mener une réflexion métapsychologique sur les liens donc, avec le deuil, la mélancolie, et en posant quelque part la question si la disparition est assimilable à la perte ou pas. Hmm. Donc, en interrogeant cela dans le cas spécifique de ces mères, où on note cliniquement très souvent une impossibilité de réalisation d'un deuil. Hmm. Donc, la deuxième partie de mon intervention et de mon chapitre, elle est consacrée donc à Freud, et je pars donc de cette phrase qui introduit le texte de Edmundo Gomez Mango et qui donne quelque part le titre à mon texte lorsque
les mères chancellent. C'est une phrase que Freud écrit en juillet 1899 à Fliss et où il dit quelle inquiétante étrangeté. C'est d'ailleurs la première fois où cette expression inquiétante étrangeté apparaît sous sa plume. Quand les mers chancellent, seules à se tenir entre nous et la rédemption. Ça, c'est une des traductions qui est proposée. Une autre traduction qui est proposée, c'est entre nous et notre délivrance. Mhm. Et une autre est entre nous et la dissolution. Donc, je fais toute une série de considérations sur les différentes traductions et j'établis après un lien bien plus tardif dans l'œuvre de Freud avec le décès de sa mère, où il y a un travail à réaliser avec la correspondance de Freud, plus peut-être qu'avec son œuvre. Quelles sont ses premières réactions à la disparition de de sa mère vieillie, de sa mère malade, et ben, les interrogations que tout cela soulève chez lui, et en proposant quelque part, à la fin, une hypothèse comme quoi, de la même manière que le décès du père de Freud donne lieu au livre sur les rêves, quelque part, le décès de la mère lui permet de développer toute une série de considérations fondamentales sur la sexualité féminine. Un peu comme si le décès de la mère lui permettait donc de faire ce pas. Et le texte, oui. Chose à ce sujet parce que c'est très intéressant ce que tu reprends justement à propos de la mort de la mère de Freud, parce que moi ce qui m'a quand même énormément frappé, c'est à quel point il affirme qu'il n'en est pas véritablement affecté. Mhm. Il paraît- Mhm. bon, alors il a toutes sortes d'arguments au niveau de la réalité, c'est-à-dire effectivement elle était extrêmement âgée. euh, la mère de Freud quand elle est morte, donc et lui, il était pas très jeune non plus parce qu'elle l'a eu très très tôt. C'était une très très jeune femme. Et alors, puisqu'on parle de la mort des mères là, euh, c'est assez frappant quand même cette position de Freud qu'il ne critique pas et dans laquelle il affirme justement qu'il est vraiment pas désespéré, qu'il n'éprouve pas de chagrin immense avec un argument quand même qui vaut son pesant d'or, si j'ose dire, à savoir que il a toujours eu peur de mourir avant elle et que elle soit absolument atteinte à mort, si j'ose dire, par la mort de son enfant, en particulier un enfant préféré, quoi. Donc il y a quand même là quelque chose chez Freud non analysé, évidemment, mais parce qu'il y a aussi cette dimension, c'est qu'en effet, il peut y avoir une forme de délivrance au moment de la mort d'une mère quand elle est extrêmement âgée. N'empêche que ce qui est perdu, et au cours du deuil, on s'en rend compte, c'est pas, c'est pas la vieille dame qui s'est éteinte à la fin de sa vie. C'est la mère de l'enfance, la mère de la jeunesse, quoi. Et cette mère-là, quand elle est perdue, c'est assez, ça peut être très compliqué aussi à vivre, quoi, je veux dire, dans le deuil, quoi. Absolument. Je pense que c'est une partie très importante et d'ailleurs qui a pris une place importante lors de la discussion, parce que Catherine discutait après chacune des tables rondes de ce dialogue que tu as évoqué tout à l'heure. Et nous nous sommes pas mal arrêtés sur ce point qui est très important, c'est que dans la correspondance, mais il est vrai que Freud réagit dans les jours qui ont suivi le décès de sa mère, il insiste beaucoup sur le fait que lui, il n'est pas touché par un deuil, qu'il ne connaît pas un deuil. Il parle d'ailleurs d'un de ses frères qui serait pris par le deuil de la perte de la mère, mais pas lui. Et il insiste beaucoup sur ce fait qu'il considère un peu étrange. Une des questions qui est venue sur la discussion, c'est justement que peut-être dans ces situations-là, comme tu le disais à l'instant, la question du pluriel des mères est très importante
Parce Oui. qu'il y avait là la mère de la réalité, la mère âgée, la mère avec beaucoup de difficultés, et toutes les autres mères dont il aurait à faire le deuil par la suite. Mais c'est vrai, c'est un des moments très énigmatiques, disons, bien qu'il évoque dans une des lettres que une telle expérience peut provoquer des effets très grands dans les couches les plus profondes, il le dit. Et donc là, il y a un élément effectivement très important. Mais je me trompe ou tu dis justement dans ton texte qu'il n'est pas, enfin dans la lettre, il dit qu'il n'ira pas ou qu'il n'a pas été aux obsèques de sa mère? Il n'a pas été aux obsèques de Bah, la mère. bon, alors ça, je voulais, j'y crois si peu que, enfin, c'est si difficile à croire que ça devient quand même un argument massif. C'est-à-dire, s'il va pas aux obsèques, elle n'est pas morte. Absolument. Absolument. C'est ça quand même, c'est la confrontation à l'enterrement, enfin, à l'inhumation. Mhm. Il a quand même conservé, enfin, je sais pas, une position un peu de dénégation à cet égard. Mais bon, c'est pas pour faire l'analyse de Freud, c'est pour dire quand même à quel point c'est 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 central, quoi. C'est une figure centrale et ça, elle est d'autant plus, me semble-t-il qu'elle peut être plurielle. Absolument. Absolument. Et je pense que cette question-là de l'impossibilité, il le pose pas comme une impossibilité, mais comme une évidence, qu'il ne s'est pas rendu aux obsèques. Mais il ne l'interroge pas non plus, disons. Il n'y a aucune référence à la difficulté sous-jacente à tout cela, disons. Hmm. Ouais, ouais. Alors effectivement, dans ton texte, toi, tu parles des mères, mais des mères d'enfants disparus et je dis associés, mais on va peut-être arrêter de parler de Freud et on va venir à la suite du livre. J'ai associé quand même l'immense chagrin de Freud à la mort de son petit-fils. Oui, oui. Il a absolument pas caché Mhm. à quel point il était atteint, à quel point aussi il a pu être atteint par la mort de sa fille, hein, Sophie. Si, absolument. Donc et Mhm. là, je me disais que il y a il- enfin bon, ça serait l'objet probablement de discussions et de débats, enfin, d'avis contraires, de confrontation d'avis contraires, mais je me dis que dans ces moments-là, c'est comme s'il était absolument identifié, en tous les cas pour son petit-fils, absolument identifié à la mère de l'enfant Mhm. Mhm. et à l'enfant lui-même. Et à l'enfant lui-même, oui. Et- Lui qui en même temps soulignait combien il lui était difficile d'occuper la place de la mère dans le transfert. Hmm. Oui, absolument. Il pouvait pas faire la mère, comme disait. Donc ça voulait Mhm. dire qu'elle était irremplaçable, Mhm. mais ça voudrait Mhm. dire aussi que son fantasme, c'était de prendre la place de la mère et pas simplement de s'identifier à elle. Et alors là, je passe à un autre texte bon, on n'est pas obligé de suivre tout, mais je pense à un autre texte de Où sont les mères, c'est le texte d'Alexandre Morel, qui, Mhm. Au-dedans des pères, qui Mhm. lui, justement, ne parle pas d'une mère, Mhm. mais évoque un patient, enfin un Mhm. père hein, qui se trouve confronté tout à coup à la nécessité du fait d'un divorce, de s'occuper de ses enfants à temps plein pendant un Mhm. certain temps, lui qui jusqu'ici s'en était fort peu occupé, et on découvre comme ça au fil du texte toute une identification maternelle à une mère vraiment assez passionnante avec la découverte dans l'analyse euh, de, comment dire, ce justement dont Freud se défend tellement, à Mhm. savoir d'une identification féminine maternelle, quoi. Mhm. Mhm. Et je pense que, bon, il n'est pas là hein, ce soir, mais je pense que moi j'avais senti dans le texte d'Alexandre Morel que lui, justement, l'analyste, il avait pu entendre, reconnaître et Mhm. peut-être même faire advenir cette identification de son patient à Mhm. une mère, quoi. Mhm. 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 Et en ce sens, montrer euh, sa propre identification
maternelle, entre guillemets, si tant est qu'on puisse véritablement toujours faire une distinction au niveau des identifications, une distinction aussi nette entre identification maternelle ou paternelle, quoi. Je veux dire que, Mhm. notamment dans le transfert, quoi. Le transfert, pour moi, c'est des points d'appel dans différents registres et à différentes figures, l'une apparaissant plus que l'autre. Bon, Mhm. donc, il y a quelque chose de cet ordre, me semble-t-il, dans ce texte. Et j'ai été sensible au fait que le titre, c'est au-dedans des pères, au Mhm. pluriel. Mhm. Mhm. Les peurs. Mhm. C'est ça, c'est-à-dire il ne parle pas d'un seul père ou bien de son patient et de lui, c'est au-dedans des pères. Ce qu'on peut entendre quand même comme quelque chose qu'on aurait à prendre en compte, ce dedans des pères, dont on dit tellement qu'il représente, il symbolise la réalité, la loi, la règle, la séparation. Peut-être qu'on pourrait les penser parfois un peu, Mhm. un peu différemment, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est un très beau texte, un texte passionnant, comme tu disais, où tout le travail sur la question de la bisexualité Oui, euh, chez le patient et chez l'analyste sont très présentes, non? tout à fait. Mhm. Est-ce que tu as envie de reprendre l'un ou l'autre Peut- des peut- textes? Peut-être le texte de Marie-Caroline Oui, Saglio que tu as évoqué, et qui était donc le texte qui suivait la présentation du mien, et où je pense que nous avons été tous bouleversés, disons, par sa présentation d'une situation d'une patiente à sa consultation à Bobigny, ayant fait un trajet migratoire terrible, et avec la perte d'une fille en cours de route, en cours de trajet, et tout son travail, vraiment, comme tu le disais au début, très engagé d'un point de vue euh, thérapeutique, d'un point de vue de son travail, mais très engagé aussi politiquement, disons, dans ce qu'elle manifeste par rapport à la question de ces personnes ayant suivi des trajets migratoires extrêmement douloureux, extrêmement complexes, et l'accompagnement qu'elle va faire au-delà, disons, du cadre thérapeutique habituel pour l'accompagner justement à essayer de mettre une fin, disons, à ce deuil impossible, quelque part, non? Et d'ailleurs, je pense, et nous en avons discuté sur cette partie dont Freud parle dans Deuil et mélancolie, de la question du verdict qu'apporte la réalité. Et nous avons beaucoup discuté, tu as beaucoup discuté, Catherine, à ce propos, sur l'importance, disons, dans le cas de la patiente dont parle Marie-Caroline Saglio, et dans des vignettes cliniques que je donne aussi, de cette question de combien il est important d'être confronté par la réalité au verdict de cette perte irréversible, disons, quelque part. Donc, je pense qu'il y a eu un dialogue intéressant entre ce que j'apportais à partir de mon expérience et la situation clinique très, très difficile et douloureuse qu'elle évoquait. oui, c'est-à-dire que ce qui est assez formidable, c'est que c'est un travail thérapeutique assez particulier. Mhm, mhm, Il y avait même un problème de langue entre mhm, mhm, la mère et Marie-Caroline, mais elle a été quand même jusqu'à l'accompagner pour la reconnaissance des restes mhm, de sa fille. mhm, Et ça, il fallait quand même le faire. Donc, c'est un exemple assez extraordinaire mhm. euh, de, de qu'est-ce que c'est. Enfin, moi, je pense que c'est difficile, évidemment. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais sur la question de l'enfant mort. Mhm, Et mhm, là, mhm, il s'agit pas d'un fantasme mhm, ou mhm, d'une représentation angoissante ou non. C'est comme tu viens de le dire, la confrontation à une réalité.
avec quand même quelque chose qui reste très ambigu pour moi à propos de la mère de cet enfant. Donc là, j'ose pas dire la patiente, mais enfin aussi, c'était quand même, oui, c'est quand même un processus thérapeutique qui était en route de Marie-Caroline, c'est qu'elle a une autre fille pendant la Mhm. période. Mhm. Et si je ne me trompe, elle lui donne le Quand prénom. elle en parle avec le prénom de la disparue. Ouais. C'est-à-dire que là encore, c'est pour ça, là, en relisant le livre et en discutant là tout de suite avec toi, je me dis, c'est comme si en dépit de tout ce que j'ai essayé de, de discuter, il y a quand même quelque chose qui s'impose, en tous les cas au plan du fantasme et du fonctionnement psychique, c'est une forme d'immortalité du Mhm. couple mère-enfant. Mhm. Dans, Mhm. dans le cas de Freud, c'est comme si sa mère était éternelle, hein, il va pas. Euh, et le cas de Marie-Caroline, il est passionnant parce que c'est juste comme l'inverse, c'est-à-dire que la mère va constater la mort de son enfant et en même temps, elle est dans un mouvement de déni de la mort de cet enfant, euh, ce qui probablement perdure. Sauf que, et ça c'est intéressant ce qu'a repris Marie-Caroline, elle dit que ce qui s'est créé finalement entre cette femme et elle, c'est une langue maternelle. Mhm. 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 Et c'est pas à entendre comme, enfin, au sens habituel, hein. Je veux dire, toi, ta langue maternelle, c'est l'espagnol. Mhm. Mhm. Là, c'est autre chose. C'est Mhm. une langue de mère, ou une langue entre deux mères qui se crée euh, dans le travail thérapeutique. Et moi, je dirais, c'est pour ça que ça m'a tellement intéressée, j'ai le sentiment que c'est quand même ce qui se passe euh, dans un certain nombre de traitements analytiques, où effectivement, il y a une langue privée, pas intime, mais privée, qui se Mhm. crée entre l'analyste et l'analysant au fil du temps. Et je trouve intéressant qu'on puisse en parler comme d'une langue maternelle. Voilà, c'est Mhm. quelque chose là que je trouve très intéressant. Alors là, bah, je vais dire quelques mots peut-être de mon texte, parce que comme ça, on aura terminé la demi-journée. Mhm. Euh, alors justement, à propos de langue maternelle et d'intimité ou de... Moi, mon texte, je l'ai appelé l'étrangère. Et j'ai eu envie de parler, enfin, au-delà de la clinique assez détaillée que je reprends dans ce texte, j'ai voulu parler, comment dire, de la place des mères, ou dans la place de la mère au regard du désir et de la capacité d'être mère du- d'une fille, enfin d'une jeune femme. Et en fait, ce qui m'est apparu intéressant dans cette analyse, c'est que justement, ce qui pouvait empêcher cette jeune femme de devenir mère, c'était quelque chose comme qu'elle pouvait vivre comme une impossible attaque de la mère, comme si devenir mère, c'était occuper la place de la mère. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez important pour elle. Mais pour moi, ça se doublait d'autres choses, à savoir que chez cette femme, qui avait une vie sexuelle et amoureuse très épanouie, il y avait comme une impossibilité d'en témoigner le produit, en quelque sorte, via une grossesse euh, à sa mère et enfin, à son père aussi, mais surtout à sa mère. C'est-à-dire, pour être plus clair, parce que là je suis peut-être un peu confuse, c'est comme si c'était impossible de montrer à ses parents qu'elle pouvait avoir des relations sexuelles engendrant un enfant. Ce qui entrait en écho par rapport à un fantasme très compliqué pour elle, enfin,
à savoir, mais finalement pas si, pas si rare que ça, à savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre les parents. Mhm. Mhm. Voilà. Et Mhm. c'est ce qui a conduit cette jeune femme à être enceinte par 2 fois, euh, par insémination. Donc, ces 2 enfants étaient en effet euh, ses enfants et celui de leur père, mais ça ne passait pas par un rapport sexuel. Mhm. Mhm. Donc, il me semblait qu'il y avait là une situation presque en miroir, c'est-à-dire pas s'arrêter seulement à la difficulté de la fille à montrer euh, à sa mère et à son père, mais à sa mère d'abord, euh, qu'elle est une femme et qu'elle est une mère, mais aussi en écho à cette idée que, comme il n'y a pas eu d'autres enfants après elle, eh bien, il y a pas de sexualité, il n'y a pas de désir sexuel entre, entre les parents. Bon, ça c'était lié à la singularité de son histoire, mais ça c'est autre chose. On peut retrouver des situations comme celle-là. Ça, effectivement, ça c'est intéressant parce qu'il n'y avait aucun obstacle médical Mhm. à la possibilité de, de faire un enfant dans ce couple-là. Et alors, l'étrangère, hein, c'est moi. Mhm. Et Mhm. moi, l'analyste, qui aurait pu être la mère de cette jeune femme, du temps où elle s'était engagée dans cette analyse, et où, au fond, il y a eu tout un processus au cours de l'analyse qui lui a permis, bon, d'abord, d'accepter son amoureux, parce que au départ, c'était vraiment pas gagné. Ensuite, de s'engager dans une vie amoureuse avec lui, enfin une vie conjugale plutôt, je dirais. Et ensuite, euh, même lorsqu'il s'est agi de, de, de PMA, euh, elle était capable de s'engager dans des mises en acte qui mettaient en péril toute possibilité de grossesse compte tenu de ce qu'elle faisait dans la période qui suivait l'insémination. Bon, ça, c'est des éléments de réalité. Et ça, ça j'ai pu lui interpréter. Et moi, j'ai pu, de ce fait, oh, ça peut paraître discutable, mais je pense qu'elle a éprouvé le désir que moi j'avais qu'elle devienne mère. Alors, c'est un peu compliqué quand on est analyste, femme, homme aussi, j'imagine, mais la question des représentations bute. Mais il se trouve que euh, c'est quelque chose à quoi je ne peux pas renoncer, c'est-à-dire que le désir, quand je suis confrontée au désir d'être mère chez des jeunes femmes qui se l'interdisent, c'est quand même très difficile de ne pas travailler dans le sens de l'analyse, de la résistance, ou non seulement de la résistance, mais de ce qui va à l'encontre de ce qui pourrait permettre la réalisation de ce désir. Et je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que dans ces cures de femmes avec une femme, pouvoir s'appuyer sur le désir justement de mère d'une autre femme, c'est absolument essentiel. Parce qu'au fond, on peut pas, on peut difficilement transmettre un désir de mère si on l'a pas éprouvé, même s'il n'a pas été réalisé. Mais ça me paraît quand même très, très essentiel dans un mouvement d'identification dont d'aucuns pourraient penser que c'est contestable analytiquement parlant. Mhm. Alors qu'on pourrait penser que non seulement ce n'est pas contestable, mais peut-être que c'est indispensable, non? Et d'ailleurs, dans mon souvenir, ben, c'est une situation particulièrement complexe du côté des identifications, justement, avec les parents, dans leur place de parents, et donc dans leur vie aussi en tant que couple. Mais Oui.
me souviens que le père avait quelque chose de particulier, euh, un père très admiré, un père très aimé, et qui disait quelque chose comme croyez-vous que vous serez à la hauteur de ma fille pour tous ces éventuels prétendants, non? Ce Ouais, qui ouais. semblait fermer aussi beaucoup les possibilités de trouver celui Après, qui conviendrait, quoi. ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie princesse, quoi. Mhm. Sauf que à force d'être princesse, est-ce qu'on peut devenir reine? Mhm. C'est c'est quand même la question, quoi. Mhm. Alors, l'après-midi, enfin la suite, c'est commence avec le texte d'Estelle Louette. Je vais essayer de dire le mieux possible, enfin, dont je vais essayer de dire le titre le mieux possible. Enlever ma mère de moi. Mhm. Elle énonce d'ailleurs très clairement un moment dans son texte, enlever ma merde. Donc, Mhm. 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 tu vas en dire quelques mots, Alejandro? Ben, c'était une situation, mais ça a été le cas à plusieurs reprises, disons, très, très émouvante, je trouve, très bouleversante, Ouais. et, et où elle a mis beaucoup l'accent sur la question aussi des rêves, dans mon souvenir, non? Tout Et- à fait. Non seulement des rêves de la patiente, mais les rêves de l'analyste aussi. Mhm. Ce qui pose aussi des questions très intéressantes du point de vue du travail à partir de ces rêves contre-transférentiels. Oui. Ce qui est pas, c'est assez rare que les analystes parlent des rêves qu'ils font de leurs patients. Mais là, comme elle le dit d'ailleurs à un certain moment, c'était un transfert très chaud, quoi. Mhm. Mhm. Avec, elle parle, elle reprend la métaphore freudienne du feu qui prend au théâtre, quoi. Mhm. C'est-à-dire un traitement excessivement compliqué, difficile, et bon, qui donne ses, enfin comment dire, fécond, puisqu'on en parle d'eux, Mhm. mais quand De- même extrêmement difficile, quoi. Et Mhm. elle commence par une référence littéraire. Elle parle, son texte commence par Madame Béate et son fils, qui est un texte de Schnitzler que je ne connaissais pas. Mhm. Mhm. Et c'est l'histoire, euh, comment dire, c'est l'histoire d'une possession Mhm. entre une mère et son fils, Mhm. euh, qui fait beaucoup penser à la promesse de l'aube de Mhm. Mhm. Carrie, et où là on voit du côté des mères, hein, les passions qu'elles sont susceptibles de développer euh, pour leur enfant, en l'occurrence, dans les deux cas pour leur fils, pour des Mhm. garçons, qui évidemment posent toute la question de la passion amoureuse ou la passion d'amour, je sais pas comment il faut dire, entre une mère et son fils, avec tout ce que ça peut, tout ce que ça peut engager d'aliénation, parce que c'est quand même ça qui apparaît, hein. Mhm. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je crois pas qu'on puisse simplement euh, penser que c'est l'affaire des garçons. Je pense qu'il y a des relations mère-fille qui sont au moins tout à fait aussi aliénantes. D'ailleurs, je suis en train de penser à un roman que je suis en train de terminer. Je vous le dis parce que du côté d'une relation aliénante mère-fille, c'est un, c'est un livre de Déborah Lévy, Mhm. qui est une romancière anglaise, je crois, ouais, dont j'aime beaucoup les livres. Et donc j'ai acheté celui-là et ça s'appelle Hot Milk. Mhm. Mhm.
Donc, et c'est très agréable à lire. Enfin, et du côté justement d'une relation mère-fille et de la captation folle d'une mère pour sa fille, franchement, c'est un exemple absolument magnifique. Mhm, 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 Voilà. Donc, après après le texte d'Estelle, où elle parle d'ailleurs de quelque chose de très intéressant, elle parle du transfert latéral, et mhm, c'est une issue possible, enfin, dans le travail analytique, c'est vraiment une issue possible, enfin, une voie, pas une issue, c'est une voie de passage qui peut être extrêmement euh, productive, quoi, parce que ça permet de fragmenter sur le plan économique l'intensité du transfert et de permettre justement une distribution euh, des mouvements pulsionnels et des représentations qui sont susceptibles justement de rendre plus le maniement du transfert plus facile. mhm, Voilà, je crois qu'il y a ce côté-là, notamment quand il s'agit de transfert de mer. Alors, dans la même table ronde, Euh, et donc, à la suite du texte de d'Estelle, se trouve le texte de Sylvain Missonnier, La place de terre-mer, crise ou métamorphose. Alors, c'est intéressant parce que lui, il est situé justement entre Estelle et Estelle Welt et Isée Bernato, où justement, enfin, euh, la place de terre-mer, ça annonce en quelque sorte le texte disait sur le lieu de la mer. mhm, Alors, c'est un texte extrêmement vivant, comme on sait que Sylvain est susceptible de les dire et de les écrire. Et c'est l'histoire de quelques consultations avec une mère qui se trouve dans une situation compliquée avec son enfant. mhm, mhm, Comme ça arrive souvent dans dans les prises en charge de Sylvain, c'est-à-dire que ce sont des prises en charge mère-bébé, enfin, ou parent-bébé, et le travail pour l'enfant passe évidemment par le travail avec la mère et avec le père. Et là, en l'occurrence, les préoccupations parentales, les préoccupations écologiques mhm, sont, ou écologistes, je sais pas comment il faut dire, sont mhm, utilisées en quelque sorte dans le travail thérapeutique par Sylvain, avec notamment la mère nature, mhm, qui est omniprésente dans ce texte, quoi. mhm. Tout à fait, dans un contexte de procréation médicalement assistée, de PMA, et avec cette préoccupation écologique. Et là aussi, je pense que c'est intéressant que lui aussi, il parle d'un rêve, hein, Oui, qui c'est vrai. dans ce travail, donc comme s'il avait là aussi, et je ne sais pas si on peut le dire comme cela, Catherine, mais ça a été très surprenant, disons, lors du colloque, la quantité de résonance qu'il y avait entre des travaux sans avoir eu des échanges préalables. Exactement. Alors c'était presque jubilatoire pour moi parce Mhm, que j'avais organisé la succession des dialogues. Bon, il y avait le thème. Bon, évidemment, j'ai associé les gens, les personnes, un peu en fonction, mais enfin, pas tant que ça. Et j'ai été surprise des résonances entre les textes, quoi. mhm, Et effectivement, il y a cette question des rêves des analystes qui montrent à quel point leur engagement est important. Alors, est-ce que c'est lié à cet objet mère? mhm, mhm, mhm,
Est-ce que ça provoque... enfin, c'est un peu comme l'ombilic du rêve. Mhm. Mhm. C'est ce que Mhm. tu dis toi d'ailleurs. Mhm. Peut-être pas dans ce texte, mais il y a quelque chose du côté peut-être en effet du maternel qui serait analogue à l'ombilic du rêve, enfin, à ce qui inscrit quand même une autre scène, hein. C'est ça qui me paraît important. Voilà, Mhm. l'analyse du Mhm. rêve, il est sur une autre scène, il est sur sa scène intérieure. Il n'est Mhm. pas complètement englouti Mhm. euh, par le transfert, parce que il y a le transfert du côté du patient, mais il y a la façon dont un analyste peut être complètement colonisé par le transfert d'un ou d'une patiente. Ça peut, à certains moments, c'est quelque chose qui peut se passer et c'est intéressant de pouvoir en parler et de pouvoir en parler à quelqu'un d'autre, à un étranger, enfin, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Et donc ensuite, c'est le texte d'Isée Bernato. Euh, alors, je me rends compte que j'ai mal mesuré le temps. Donc, chez Isée Bernato, il y a effectivement aussi le lieu d'une mère avec une, l'histoire d'une jeune femme hyper active, hein, on peut dire les choses comme ça, et qui procède par mantra. Mhm. Elle a comme ça des règles de vie qu'elle s'impose et dont s'absentent tout à fait les affects, quoi. Il y a une dimension comme ça absolument impressionnante euh, qui bascule tout à coup quand la patiente évoque je ne sais plus quel événement et qu'elle dit à son analyste, mais moi, ça me fait pas de peine. Ça me- Mhm. j'en ai Et Isée dit, et s'entend dire, parce qu'elle l'a pas préparé du tout, moi, ça me fait de la peine. Mhm. Et on voit bien là encore comment fonctionne le Mhm. transfert par identification à une mère qui est susceptible d'identifier et de prendre en compte les états d'affect de sa fille, quoi. Il y a là aussi un moment tout à fait passionnant et qu'on retrouve finalement dans chaque texte. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot d'un frère. Je veux parler de Jacques André qui clôt l'ouvrage en revenant à l'idée justement d'une mère comme mythe d'origine. Absolument, et en parlant donc de cette déesse mère et ben, le lien avec le fils, mais avec quelque chose que j'ai trouvé, après toute une série de considérations sur la place du féminin et du maternel, sur la place de l'analyste homme aussi, occupant une place maternelle. Et il le fait ben, quoi, avec le talent qu'on lui connaît. Et c'est une façon, je trouve, qui est arrivée à la fin du colloque et qui clôt le livre, qui est remarquable parce qu'elle reprend justement tout ce côté très pluriel, mais aussi tout ce côté de la bisexualité et qui a été très présent, je pense, tout au long du colloque et du livre, à savoir de la mère, mais aussi la femme dans la mère qui a été très présent. Tout à fait. Ben, peut-être que maintenant on pourrait, si vous êtes d'accord, passer aux questions. Il reste 10 minutes, mais bon. Oui, très bien. Ben, merci beaucoup déjà pour cette intervention. Est-ce que certains donc ont des questions et souhaiteraient prendre la parole? Alors, on a une question dans le chat. Donc, en vous écoutant, il me semble que chaque texte relate une énigme. Qu'en pensez-vous? Pardon, j'ai pas entendu. Une énigme, pardon. Ah oui. Je pense que c'est c'est une pensée très juste, à savoir que euh, la mer reste toujours énigmatique. C'est quand même l'idée de Jean Laplanche, hein. Et, euh, je crois que c'est bien pour ça qu'elle est tellement attractive. C'est bien pour ça aussi qu'il y a tellement de travaux sur la mer et les mers. Et voilà, ça veut dire que
Mais ça, on pourrait aussi parler de la psychanalyse comme ça, c'est-à-dire que on sait jamais tout et on n'est jamais sûr de tout savoir. Donc, à l'instar des mères, les énigmes continuent d'occuper la psychanalyse et les psychanalystes. On ne saura jamais tout des mères. Mhm. Pas plus des pères d'ailleurs, mais voilà, parce que par les effets du discours et du transfert, il y a énormément de déformations. Et puis parce qu'il y a... enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il y a une part d'inconnu qui demeure. On ne Mhm. pourra jamais tout savoir. Mhm. Mhm. Merci beaucoup. J'ai répondu Euh, avec... donc cette personne, Laurence Chalmé-Hulot, donc rajoute peut-être d'ailleurs que celle de Freud l'était plus pour lui qu'il n'a pu le dire. Ah, sans aucun Oh ben, doute. vas-y, réponds. Je pense que sans aucun doute, disons, l'importance de la mère de Freud pour lui et dans dans ce qu'on peut voir de sa correspondance, de son œuvre, ben, c'est une énorme importance qu'elle a eue, non? Et il a été son enfant chéri, comme tu disais, son enfant préféré sûrement. Et d'ailleurs, il a dit des choses étonnantes sur la relation mère-fils, qui serait la seule relation sans ambivalence. Ouais. Il montre quand même combien elle pouvait être importante pour lui. Ouais. Mais c'est vrai que du côté de l'énigme, il est quand même resté relativement fidèle parce que le continent noir reste quand même extrêmement mystérieux. Peut-être pour ça d'ailleurs que... Ou alors est-ce que c'était interdit d'y aller voir davantage? Je veux dire, quand il dit que lui, il se sentait pas de faire la mer. Mhm, 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 mhm. Enfin, ça reprend toute la question que tu rappelais tout à l'heure de la bisexualité. Mhm, Parce qu'en même temps, Freud, il a quand même beaucoup défendu la bisexualité psychique. mhm, Ce qu'il en faisait pour lui, ça reste très énigmatique. mhm, 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 Alors, je ne sais pas donc si Alejandro voulait répondre à celle-ci, mais il y a une autre question donc, dans le chat. Comment les filles abandonnées peuvent-elles aborder la maternité? Mais les filles abandonnées par leur mère? Alors, je laisse peut-être... oui, donc la personne répond oui. Et ça, c'est un élément c'est un fait réel, la question de l'abandon. Pour autant, euh, je ne crois pas qu'on puisse. Enfin, moi, je sais pas qu'en pensera Alejandro, mais moi, je peux pas vous donner une réponse générale. Parce que, en fait, une fille abandonnée, tout dépend du cours de sa vie, de ce qui va devenir, de ce qui va advenir dans sa vie, de, de par qui elle va être élevée, des rencontres qu'elle est susceptible de faire, voilà. C'est-à-dire que euh, elles ne sont pas nécessairement, ça peut être un élément, ça peut être un obstacle, mais elles ne sont pas, enfin, en tous les cas, dans mon expérience, qui est quand même relative, hein, elles ne sont pas nécessairement confrontées à plus de difficultés pour devenir mère que d'autres qui ont vécu toute leur enfance avec leur mère. Ça dépend des modalités d'identification. Elles peuvent avoir tout à fait envie de devenir une mère justement parce qu'elles n'en ont pas eu. Mais qu'elles ont pu rencontrer des femmes ou des hommes même qui ont assuré auprès d'elles des fonctions maternelles. Mais ça encore, c'est une question excessivement individuelle. On peut pas établir de généralité. Après, en effet, il peut y avoir des filles abandonnées qui seront prises par l'angoisse de faire la même chose que leur mère et qui refuseront de devenir mère. Mais bon, aujourd'hui, ça existe, hein, je veux dire, c'est un phénomène aussi, hein. Euh, bon, dont on n'a pas parlé là, mais il y a un certain nombre de femmes qui n'ont pas le désir de devenir mère. Pour autant, ça ne veut pas dire que elles n'en ont pas eu une et que
elles ont eu nécessairement elles ont eu une mauvaise relation avec elle. C'est quelque chose qui peut être d'un tout autre ordre. Alors, on a une dernière question, peut-être. Très rapide question. La position de la mère adoptive sur le sujet de la maternité est loin d'être sans conséquence, me semble-t-il. Donc, plutôt une observation. Oui, Oui. qu'est-ce que tu en penses, Alejandro? Oui, oui, une observation. Merci pour l'observation. Merci, oui. Eh bien, on peut donc s'arrêter là. Donc, merci beaucoup Alejandro et Catherine pour cette intervention. Donc, je rappelle à tout le monde que cette rencontre sera bientôt disponible en replay. Vous recevrez un mail quand elle le sera. Si besoin. J'en profite également pour rappeler donc que Catherine Faber donc sera en rencontre à la librairie Acacia à Paris. Donc, pour ceux qui sont situés là-bas, donc ce sera le 4 décembre. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.